Hey, what's up guys? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un film événement, Oppenheimer. C'est parti. Il y aura une partie avec et sans spoilers. Alors Oppenheimer, c'est le nouveau long métrage de Christopher Nolan, qui est donc un biopic sur l'histoire de Julius Robert Oppenheimer, connu pour avoir dirigé pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis la mise au point de la bombe atomique qui a notamment fait des milliers de morts à Hiroshima et Nagasaki. Christopher Nolan s'initie à la réalisation et au scénario parce que souvent en fait c'est son frère qui participe à la co-écriture de ses films et là il écrit intégralement. Et alors juste pour quand même mettre un contexte, mon rapport quand même à la réalisation de Christopher Nolan, j'ai vu certains de ses films mais pas tous, même certains très populaires je ne les ai pas vus. J'ai vu en gros 2 sur 3 films de la trilogie The Dark Knight. J'ai vu Dunkerque mais il y a très longtemps, très longtemps franchement. J'ai vu Interstellar, j'ai vu Inception, j'ai vu Tenet. Et disons que dans mon esprit le plus frais était Tenet, et j'en avais fait une vidéo d'ailleurs à l'époque. D'ailleurs c'était en 2020 et j'avais pas trop aimé Tenet, honnêtement j'avais pas trop aimé. Je le trouvais compliqué d'accès on va dire dans sa conception et j'avais pas trop aimé. Après en termes de réalisateur, je connais le fait qu'il travaille beaucoup sur la temporalité, le fait qu'il y a des motifs récurrents, etc. Donc voilà, et c'est un réalisateur en soi qui globalement je trouve son œuvre assez intéressante. J'ai pas tout vu encore une fois. Je pense que d'autres films de sa filmographie m'intéresseraient plus et certains films que je dois absolument revoir, je vous dis la vérité, parce que je les ai pas vus dans les très bonnes conditions en plus et voilà, en gros. Donc c'est un réal quand même que je trouve super intéressant et dont les œuvres m'intéressent beaucoup. Et j'avoue que la hype pour Oppenheimer est montée petit à petit parce qu'au début j'ai vu le projet qui allait sortir. Et en fait j'ai vu Cillian Murphy, j'étais en mode oh là là, ça va être quelque chose de bon. Ça va être très bon. Ça va être très bon. Et puis en plus derrière la réalisation t'as Christopher Nolan, donc j'étais en mode ah super hâte de voir ça. Mais après c'est vrai que Christopher Nolan, même si je l'aime bien, c'est pas non plus un réal dont je suis particulièrement fan ou dont j'ai vu toutes les œuvres, etc. Donc c'est vraiment avec le temps que cette hype est montée. Pour vous dire les bandes annonces, je suis tombée dessus parce que je suis allée au cinéma, j'avais même pas regardé, je comptais même pas regarder, mais je savais que j'allais voir ce film. Du coup qu'est-ce que ça donne? Et ben déjà sachez que Christopher Nolan dans ce long métrage n'a pas ces fameuses scènes d'action pour lesquelles il est quand même assez connu. Il n'y a pas ces scènes d'action, il n'y a pas ces scènes complètement spectaculaires. En fait le spectacle repose vraiment sur cette conception. En fait pour moi le spectacle du film repose réellement sur tout le cheminement envers la création de cette bombe, toutes les épreuves psychologiques, mentales par lesquelles va passer notamment Oppenheimer, incarné à la perfection par Cillian Murphy, mais on va y revenir. Pour moi le spectacle est véritablement là en fait. Donc je sais que généralement quand on dit spectacle, dans nos têtes on parle vraiment d'un truc complètement spectaculaire quoi, à l'américaine, des grands moyens, un film avec beaucoup d'action, avec des choses où on prend des risques et tout. Mais vraiment pour moi le spectacle repose vraiment totalement sur autre chose. Tout ce concept de biopic prend vraiment forme dans l'œuvre, dans le sens où on passe vraiment par la vie d'une personne et de la façon la plus simple qu'on puisse le faire en fait. On raconte vraiment la vie de quelqu'un, et dans notre cas quelqu'un qui a constitué, conceptualisé, dans notre cas donc là une bombe, et qui était un professeur, etc. Donc c'est vraiment le biopic dans sa forme la plus pure en fait, et tout ce côté là action n'est pas réellement présent. En fait il m'a complètement bouleversée. Je sais que bon, moi ça me fait pas si peur que ça les longs films en soi. Surtout je me dis là ça repose dans les bras d'un réal quand même, tu vois, qui sait ce qu'il fait, hein, tu connais. Mais c'est vrai que je me suis dit j'avais peur à un moment donné de décrocher, surtout que pour le coup moi avec les bandes annonces que j'ai pu voir et tout, je sentais que ça allait être un film qui a été plutôt très posé, qui était pas trop dans l'action, je l'ai senti, voilà, je l'ai senti. Donc ça veut dire que je suis allée au cinéma et j'ai vu un film que selon moi on m'a vendu. Ça m'a pas du tout dérangé en fait. Le film limite il y a 2 films en un peu. Il y a une partie où on a un point de vue du côté de Robert Downey Jr. et du côté donc de Cillian Murphy, des personnages qu'ils incarnent, avec un changement de coloris où on a du noir et du blanc, et du côté de Cillian Murphy du coloris. J'ai trouvé ça absolument génial comment ça a été mis en scène, le montage aussi, le montage alterné entre les images, entre les situations, etc. Si je dois donner un mot pour moi au film, c'est qu'il était intense. Mais vraiment d'une bonne façon, il était intense, ça s'essoufflait pas. Et pourtant on parle là d'un film qui repose beaucoup sur ses conversations, sur des moments de discussion en fait, et pas sur des scènes absolument spectaculaires en termes de moyens ou de procédés et tout. Je sais que le film Christopher Nolan le conseille de voir en IMAX, je l'ai vu en normal, enfin en 2D normal. Donc je pourrais pas vous donner mon opinion dessus, mais à voir si en IMAX, ceux qui l'ont vu en IMAX n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez
pensez pour le coup? Est-ce que ça change réellement quelque chose? Est-ce que c'est... vous ne saurez pas si c'est beaucoup mieux puisque vous l'avez vu que d'une certaine façon. L'IMAX c'est une capacité technique, on peut exposer les images d'une plus grande taille et d'une meilleure qualité que les pellicules communes, enfin conventionnelles qu'on connaît. Donc à vous de me dire. Vraiment le film pour moi j'ai trouvé très intense avec beaucoup de tension. On n'a pas le temps de s'arrêter. Alors autant comme j'ai dit c'est des scènes, beaucoup de scènes de discussion, de parlotte, etc. Autant c'est tellement intense. On est dans un truc où par exemple les 2 premières heures on a toute la constitution du truc jusqu'au moment précis et puis ensuite on a 1 heure où c'est sous forme de procès, une complète autre forme en fait. C'est beaucoup plus posé tout en étant très intense pour moi. Il y a une montée comme ça d'émotions, de dates en fait, d'anticipation qui ne s'arrête pas. Et pour vous dire la vérité, j'ai même, et alors là où je pense sincèrement que le plus grand public divergera avec moi, là où je pense que les 2 premières heures conviendront plus au plus grand public, moi c'est la dernière heure que j'ai préférée en fait. Genre peut-être aller les dernières 1h30. Donc le film dure 3 heures donc il y a 1h30 les premières, les deuxièmes. Moi c'est vraiment la deuxième que je pense avoir préférée. Il y avait une intensité, un jeu d'acteur qui était absolument phénoménal. On n'avait pas besoin de trop et c'était plus que suffisant. Une intensité qui passe seulement et pratiquement qu'uniquement par le jeu des acteurs. Parce que comme je l'ai dit c'est un film qui est très posé en soi et cette dernière heure encore plus. Tout passe par la façon dont sont dirigés les acteurs. C'est là où je disais que j'allais y revenir plus tard. Mr, Mrs, all of their heart here. Mais s'il vous plaît, Cillian Murphy a littéralement mangé. Il a tête son interprétation. Alors vraiment casting en or et en pépite. En plus il y a plein de gens, j'étais même pas au courant qu'ils souriaient dans le film. Il y a Rami Malek, mais un truc de fou. Plein d'acteurs, d'actrices, je n'étais même pas au courant qu'ils étaient là. Qui nous offrent des performances plus que mémorables. Et Cillian Murphy, mais waouh. Vous savez que j'ai pas regardé Peaky Blinders. Ah j'y vais là. Ah là j'y vais. Ah j'y vais. J'y vais. Parce que c'est pour le voir, je crois qu'il y a quoi, 6 saisons. 6 saisons comme ça là. Après ce qu'on m'a donné avec Oppenheimer, mais tous les jours. Même si bien sûr c'est un contexte différent. Je vois un peu les délires de Peaky Blinders et je sais que c'est des performances d'acteurs aussi assez mémorables. Et il y a une forme d'iconisation du personnage. La manière dont Nolan, bon après ça c'est dans beaucoup de ses films de toute façon. Je pense la plupart de ces films où les héros, entre guillemets, en tout cas le personnage principal masculin est assez iconisé. Et vraiment t'as ce truc là où t'as l'impression que dans les 2 premières heures où on constitue l'équipe en fait pour rendre ce concept de bombe réel, t'as l'impression que l'équipe qu'on va choper, la manière dont c'est fait, c'est réellement on va choper l'équipe des nouveaux Avengers. C'est vraiment, il y a une forme d'équipe qui va aller au front, porter tout ça, par Cillian Murphy en soi. Cette iconisation en plus du charisme et du jeu d'acteur de Cillian Murphy de base, ça amène une dimension super encore au film qui le rend encore plus pour moi assez phénoménal. Et donc qui rejoint ma def inventée de spectaculaire. Et vraiment on en fait des objets cinématographiques total et complexes en fait. C'est pas juste des gens qui ont vécu et qui on représente là dans un film comme ça. Non non, on cherche quand même à les rendre en soi cinématographiques. Je sais pas si ce que j'y fait sens pour vous, mais voilà. Et encore plus Cillian Murphy. Vraiment c'est incroyable, la direction d'acteur sur ce film est complètement gérée. Même Emily Blunt qu'on voit plus à la fin, la partie là, la fin mais... elle gère quoi, enfin je n'en dirai pas plus puisque je ne spoile pas, mais elle gère, elle délivre une performance qui est assez aussi marquante et pourtant c'est pas celle qu'on voit le plus. Dans cette partie je parlais de la pauvreté d'écriture de Nolan quand il s'agit d'écrire des personnages féminins qui sont souvent en second plan et mal développés, mais là... Une Emily Blunt qui joue donc la compagne de Robert Oppenheimer, mais c'est incroyable quoi, genre elle délivre quelque chose de puissant, de marquant, c'est fou, vraiment là je vous parle, j'ai les images qui reviennent en tête, enfin c'est vraiment marquant de fou. Alors je l'ai pas dit parce qu'à la base j'étais pas sûre de vouloir faire une partie spoiler, mais je me rends compte que cette seconde partie spoil pas mal quand même si c'est minime, donc je vous invite à partir de la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Merci d'avoir suivi jusqu'à là, je vous fais de gros bisous et revenez quand vous l'aurez vu. Et puis aussi de la même façon que le personnage va passer, c'est très bizarre parce qu'en fait Oppenheimer va passer par ce truc là où en fait il y a la menace donc de l'Allemagne nazie qui pourrait conceptualiser une bombe et qui la lancerait donc sur les États-Unis. Et donc du coup en fait Oppenheimer est loyal à son pays et aime son pays et ne veut pas de ça, donc part dans cette conceptualisation là de la bombe réussie. Et donc c'est une satisfaction, on est content d'un point de vue narratif, d'un point de vue de l'histoire, on est content qu'il réussisse et que ça fonctionne. Mais c'est horrible d'un point de vue de la morale. Et
Christopher Nolan le montre dans le film que Oppenheimer passe par ce défi-là moral. Et nous en tant que spectateurs aussi, c'est à dire qu'on est dans une position très compliquée où à la fois on est content parce qu'on arrive à la fin, au bout de tout ce gros morceau dont on parle depuis le début, on arrive à la fin de ça, ça fonctionne, on est content, ça réussit. Et ce truc là dont on est content et qui réussit, d'un point de vue de la réalité, c'est une bombe qui a tué plus de 220 000 personnes. Donc de Hiroshima et Nagasaki, des bombes qui ont tué des milliers de gens là-bas et qui ont fait des énormes dégâts. Assez compliqué, et puis c'est un personnage qui quand même, c'est pour ça que je trouve que Cillian Murphy amène une dimension supérieure et qui rend tout de suite le truc beaucoup plus intéressant. C'est que ça reste un personnage qui est ambigu, on passe par donc ses relations amoureuses, tu sens que en soi les femmes qui l'aiment dans le film, il les aime vraiment, il apprécie vraiment, et en même temps il sait pas où il veut aller, il les trompe, enfin voilà, c'est un peu un player. Ensuite il va aller voir le président Truman, je me suis trompée, à l'époque, qui va clairement le traiter de pleurnicheur parce qu'il exprime avoir une portée psychologique en fait sur cette conception là, parce qu'en fait lui en fait il conceptualise, il fait la bombe avec la team les scientifiques qu'il a appelé. Après son utilisation il ne sait pas, donc ça veut dire qu'il y a sur son dos, pour lui il porte la mort de 220 000 personnes. Et après donc du coup dans le film le président, je pense que ça arrivait sûrement peut-être dans la vraie vie, parce que ça m'étonnerait qu'il fasse une scène comme ça autant portée politiquement et que ce ne soit pas arrivé. Et le président lui dit mais tu es un pleurnicheur, c'est pas toi, enfin voilà. Il passe par des défis moraux et en même temps il est content de ce qu'il a fait, enfin donc du coup c'est une ambiguïté autour de ça, et je trouve que ça rejoint aussi le fait que je pense que ce soit un personnage ambigu de toute façon, c'était une personne ambiguë. De plus, il n'a jamais exprimé publiquement des regrets. Quelqu'un qui est engagé politiquement plutôt à gauche, dans une époque où c'était le McCarthyisme en vigueur. Là, ça lui est retombé dessus d'ailleurs, cet engagement-là. Du coup, c'est très important comment, en termes d'époque, de temps, Christopher Nolan met ça à l'image. Il n'a pas vécu ça, donc je pense que ça part surtout de ce qu'il a pu, de l'histoire qu'il connaît et de l'histoire forcément qu'il a dû aussi, on va dire, étudier entre guillemets, travailler pour faire ce film. J'ai l'impression qu'il a bien su comprendre et retranscrire cette époque dans le film, qui plus est à travers là une personne de l'histoire assez importante. Et donc ouais, quand je parle de cette idée de roman, en fait il y a tout ce passage où, et plusieurs fois il y a des citations de ça, où en fait, il a fait la première du Time du coup, Robert Oppenheimer à l'époque, où il était connu comme le père de la bombe nucléaire, je sais même plus, quelque chose de ce style. Très puissant en portée en fait, c'est très puissant, et en même temps il est considéré comme un héros parce qu'il est censé avoir sauvé des vies américaines, mais aussi d'une certaine façon comme un meurtrier. Donc il y a une ambiguïté morale par laquelle il passe et par laquelle même les spectateurs peuvent passer. Donc il y a cette satisfaction intérieure qui est juste normale parce que c'est ainsi que nous veut la narration, c'est ainsi que veut qu'on passe le film. Mais il y a aussi ce petit truc où tu dis ah purée, il vient quand même de faire quelque chose qui a, on le sait, tué 220 000 personnes. Donc vous voyez, ce contexte là est aussi intéressant. Mais vraiment d'un point de vue, donc je disais, je parlais de montage plutôt, de mise en scène, de musique du film. C'est Ludwig Göransson qui est derrière la composition des musiques du film. Bon, il est incroyable, franchement, il fait beaucoup de masterclass dans les films. Il avait notamment été sur Tenet de Christopher Nolan à la musique, donc ils retravaillent ensemble ici. Et t'as envie de sortir de là, t'as envie d'écouter la musique tellement c'était intense, incroyable. Ça aussi, la musique par exemple, c'était d'une intensité, c'était puissant. Je sais que certains se sont plaints que c'était vraiment trop fort, moi au contraire ça me prenait là, vraiment. Et puis au moment aussi où la bombe, un moment clé du film, le son est totalement coupé. Et ça ajoute tellement à l'intensité. En fait, on a que les bruits humains, on a que les réactions humaines, les respirations. À plus de 2 fois ça dans le film. Et à un moment même où c'est assez, ça prend même une forme assez horrifique. Un réel travail autour de ça qui est assez phénoménal quand même. Du mixage son, des voix, etc. De la musique extra-diégétique, intra-diégétique. Surtout extra-diégétique, il y a un réel travail qui a été fait qui est juste super bon. C'est assez jubilatoire à voir en fait. Et je trouve vraiment que ça a été un des films de Nolan, ceux que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, qui m'a été un peu plus accessible. Il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de trucs, c'est un film qui est long, il est lourd, il est tellement intense, là il est tellement long qu'on peut pas tout traiter comme ça. Vraiment qui pour le coup au niveau de son histoire, par contre faut avoir quelque chose à faire, faut que le film t'intéresse, sinon très vite je pense que tu peux vite t'ennuyer. Mais c'est contradictoire parce qu'à la fois je trouve que pour le grand public ça va être compliqué d'être accessible, et à la fois je trouve que il est
Enfin vous voyez ce que je veux dire, genre la différence c'est qu'elle est là. En tout cas en termes de compréhension, de déroulement de l'histoire c'est assez clair, c'est assez... Au niveau du montage c'est clair, c'est net, des scènes etc, des discussions et tout. Et voilà, faut rester accroché. Et puis c'est aussi un climat où tu sens qu'il y a des trahisons, il y a des trucs. C'est vraiment plus qu'un film autour d'une conception de bombe et c'est vraiment quelqu'un qui était ambigu, qui a vécu dans une époque avec une politique très particulière à l'époque, qui était engagé, qui s'incarne vraiment dans une époque assez particulière. C'est vraiment, à mon sens, représenté d'une manière assez efficace et intelligente. Vous devez vraiment aller le voir s'il vous plaît, comme j'ai dit en story sur Instagram. Ne découragez pas par les 3 heures. Je sais que ça va pas être un film pour tout le monde, mais ne découragez pas par son temps, parce qu'il en vaut vraiment le coup. Je peux vraiment pas vous assurer une concentration sans faille tout au long du film, parce que ce n'était même pas mon cas, ni même une appréciation du film, mais je peux vous dire qu'il en vaut plus que le détour. Et que c'est réellement un bon film qui mérite d'être vu en salle. Écoutez, je pense que j'ai tout dit pour ma part. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà vu, à vous abonner si ça vous a plu, à liker si ça vous a également plu. En tout cas j'ai hâte de vous lire. Et d'ici là on se dit à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez au cinéma. Peace out. Ah je suis loin là.